C'est une communauté secrète qui existe depuis 2 siècles. 3000 personnes qui vivent dans un monde parallèle en plein cœur de la capitale. Ils se glissent entre les lignes, sans faire de bruit. Solidaires entre eux, mais méfiants des autres. Ce groupe s'appelle la famille. Et depuis quelques mois, la révélation de son existence déchaîne les passions et les attaques. Aucun d'entre eux n'a jamais parlé. Ils sont discrets jusqu'à l'extrême, farouches. Pourtant, épouvanté par le lynchage, un père de famille a voulu sortir du silence. Ainsi qu'une jeune femme ayant récemment quitté le groupe. J'interviens pas au nom de la communauté. Moi, j'interviens simplement en mon nom. Parce que je trouve ça totalement injuste ce qui se passe. On nous a quand même caricaturés, pas sous les meilleurs travers. On associe donc à ces noms de famille des mots comme pédophilie, alcoolisme, macho, raciste. Enfin vraiment, c'est blessant, c'est choquant. Je me retrouve salie. J'ai eu l'impression qu'on me salissait moi aussi. On salit mes parents, mes amis, mais des gens qui n'ont strictement rien à voir avec tout ce qui est marqué. Et moi, je me rends coupable si je ne bouge pas. Je dois rester là sans rien dire. Non, je suis obligé de bouger, je suis obligé de faire quelque chose. On n'a rien à cacher, je suis obligé d'expliquer, de remettre la vérité à sa place. On ne peut pas laisser raconter n'importe quoi et les gens s'en délectent. Oui, rendez-vous compte, madame, ils baptisent des bébés dans des baignoires de vin rouge. Si, je vous assure, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il aime les histoires de famille extraordinaires. Pourtant, il ignorait tout de celle-ci. Le généalogiste Jean-Louis Bocarno va découvrir par hasard, il y a 1 an, l'existence de cette famille. Je me suis posé une grande question. Mais y a-t-il des Parisiens de Paris et de vrais Parisiens de Paris? Donc, j'ai pris tous les enfants nés un même jour de décembre 2017 à Paris. Aucun n'avait leurs 4 grands-parents nés à Paris. Aucun, sauf un. Sauf un qu'on appellera le petit Donatien, qui était né ce jour-là à Paris et qui, non seulement avait ses 2 parents nés à Paris et ses 4 grands-parents nés à Paris, ce qui est déjà exceptionnel, mais avait ses 8 arrière-grands-parents nés à Paris, ses 16 arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, ses 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, et 59 de ses 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. C'était sidérant, bluffant. Qu'est-ce qui se passe? En plus, très vite, je me suis rendu compte que avec les 64 arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, on aurait dû avoir 64 noms de famille différents. Oh non! On en avait beaucoup moins. Ça voulait dire qu'on s'était mariés entre cousins, à des degrés assez proches. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? En plus, j'ai très vite vu qu'on était toujours dans le même quartier, à cheval sur le 11e et le 20e arrondissement, voire dans les mêmes rues, rue de Montreuil, où on était resté parfois à la même adresse pendant 150 ans. Mais dans quoi suis-je tombé? Qu'est-ce que ces familles-là? C'était plus que troublant. Cette communauté vit dans l'Est parisien, entre le faubourg Saint-Antoine et la place de la Nation. Elle se fond dans le décor, dans la masse anonyme des Parisiens. Une société dans la société.
Personne ne sait réellement qui ils sont. Mais dans le quartier, médecins, institutrices, tout le monde s'interrogeait. Ça fait 27 ans qu'on se disait, tiens, c'est marrant, il y a des gens qui ont les mêmes noms de famille, qui se marient, qui ont madame avec monsieur, etc. Puis on les a déjà vus, puis comment ça, vous, à 26 ans, vous avez déjà fait 5 enfants, comment vous arrivez à 43 ans, vous en êtes au 12e, au 13e? Personne ne savait. On savait que c'était des familles qui étaient cousines, parce qu'on avait, nous, 2 fratries dans l'école, donc on savait que c'était des cousins. Ils avaient 2 noms différents. Ils étaient 20 enfants tout dans l'école, et souvent c'était facile de les confondre. Quand, au bout de 3-4 ans ici, je me dis, tiens, c'est marrant parce que le nom de la dame, le nom du monsieur, le nom de la dame, c'est la même chose que le nom de la dame du monsieur d'avant, ou le nom du monsieur, c'est le même nom que la dame. Bon, vous levez une paupière, et puis vous dites, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la communauté. Et puis, vous les voyez, et c'est toujours des gens d'une extrême gentillesse, d'une extrême politesse. Il n'y a jamais une qui arrive en retard, ou si elle est en retard, elle prévient. J'avais une petite Agnès dans ma classe qui était en CM1. Agnès, elle avait un chemisier avec un petit col Claudine, une petite jupe longue, du style au mollet, bleu marine ou foncé, et très bien coiffée. Toujours hyper bien coiffée, ça je me souviens. Les petits rubans dans les cheveux, les petites nattes avec les rubans en satin, là. Je lui demandais comment elle avait le temps le matin, qu'est-ce qui la tressait. C'était toujours un sourire poli. C'est à la maison. Quelque chose qui montre que l'enfant, il a appris à ne pas parler de ce qui se passe à la maison. Et c'est impressionnant, en fait. Après, petit à petit, entre collègues, on en parlait. Les directeurs d'école me disaient, écoute, ne t'inquiète pas, si Agnès ne vient pas à la sortie, elle aura un mot d'excuse. Moi, je sais qu'Agnès, elle était invitée aux anniversaires, par exemple. Je sais, et je sais qu'elle y allait jamais. Une porte entr'ouverte sur un mystère. Mais la famille reste sous les radars. Jusqu'en juin 2020. La bombe explose alors, sous la plume d'un journaliste du Parisien, contacté par un ancien membre de la communauté. C'est la première fois, en 200 ans, que l'existence de la famille, composée de 8 patronymes, est révélée. Le ressenti, c'est tout de suite l'impression d'être confronté et de découvrir quelque chose d'assez fascinant et qui jusque-là était resté quasi intégralement secret. Le monde extérieur, la famille considère qu'elle appelle la gentilité. Elle considère qu'effectivement c'est un monde qu'elle ne doit pas fréquenter, quand bien même elle vit dans les rues de Paris où tout le monde vit. Quand cette histoire commence à sortir, je suis reporter à Paris Match à ce moment-là. On en parle tous en conférence de rédaction, on se dit tous que c'est dingue. On savait une chose, c'était que les journalistes allaient se ruer sur cette histoire, sur ce sujet. C'était un mode de vie hors du commun qui paraissait irréel aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a des membres de la famille qui sont partis et qui commencent à parler, qui commencent à raconter ce qui se passait à l'intérieur. Donc ils parlent de sectes pédophiles, que l'alcool serait au cœur de leur vie et qui se marieraient même entre cousins. Personne ne connaissait l'existence de cette famille, de cette communauté en plein Paris. C'était quelque chose d'exceptionnel pour les journalistes, pour la justice, pour le gouvernement, pour tout le monde, c'était hallucinant. Au plus haut niveau de l'État, le gouvernement craint d'avoir affaire à une secte. Marlène Schiappa confie au service de police une mission sur la famille. La particularité de la famille, c'est que comme ce sont des gens qui se reproduisent entre eux et qui ne veulent pas se mélanger avec le monde extérieur, ils ne font pas de prosélytisme, ils ne vont pas chercher à recruter de nouveaux membres. Néanmoins, il y a une véritable emprise avec potentiellement des situations très difficiles sur le plan psychologique, puisqu'on ne peut pas s'en aller de ce groupe-là. Et ça pose un problème. Pour la mission de lutte contre les dérives sectaires, la famille n'est pas une secte. Mais elle appelle à la vigilance sur la situation des mineurs élevés par le groupe. L'enfant, lui, ne peut pas choisir. C'est-à-dire qu'il y a un enfermement encore plus fort pour les enfants, qui n'ont pas fait le choix de vivre là-dedans. L'enfant, il est obligé d'être sur des rails
de les suivre. Et moi, les rails que je vois dans ce schéma-là, ce sont des rails qui font de l'enfant autre chose qu'un citoyen. La famille est-elle une communauté dont les membres vivent sous emprise? Comment fonctionne-t-elle? Y a-t-il un gourou? Sont-ils libres de leur choix? Pour Patrick, tout ce qui a été raconté est un fantasme. Alors, il a décidé de parler. Dans un lieu neutre, car chez lui, il n'invite jamais personne de l'extérieur. Il est né et vit dans la famille. Il est ouvrier dans l'industrie, marié à sa cousine au 5e degré. Il a 17 frères et sœurs et 8 enfants. Nous ne sommes absolument pas une secte, voilà. Il faut arrêter de nous marteler le cerveau avec ce terme qui est péjoratif. Ça n'a rien à voir avec une secte, c'est presque le contraire d'une secte. Il n'y a aucune histoire d'argent, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de bannissement, il n'y a aucun chef, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune structure. C'est assez extraordinaire et moi je kiffe complètement cette manière de faire. Nous n'avons pas de loi, nous avons des habitudes qui deviennent des règles. Le fait de ne pas faire de prosélytisme, de simplement se préserver en étant endogame comme les gens du voyage, c'est une règle qui a été amenée par habitude. Ce sont des valeurs qu'on garde et la manière la plus facile, la plus simple de le faire, c'est l'endogamie. Donc, vous savez, quand vous grandissez dans la famille, que vous devrez vous marier avec votre cousin, votre cousine, et que l'élu sera à choisir parmi, on va dire, une centaine de personnes. On est dans la famille, c'est votre nom de famille qui détermine le fait que vous appartenez à cette famille avec un F majuscule. Et ensuite, vous devez rester dans la famille, vous marier dans la famille, avoir des enfants dans la famille. Le fait que nous soyons simplement élus par notre naissance nous autorise à avoir des pensées différentes. On n'est pas obligé d'accepter un dogme. Et ça, c'est un trésor, cette liberté de penser. Valentine est sortie de la communauté il y a 9 ans, car elle n'a pas respecté la règle de mariage entre cousins. Alors elle a dû partir et n'a plus jamais revu ses parents, qui vivent pourtant juste à côté. Elle est totalement exclue de la communauté. Mais elle défend la famille et c'est pour cela qu'elle a accepté de nous parler. J'ai voulu prendre la parole pour rééquilibrer la balance. Je ne suis pas là pour dire aux gens la famille c'est formidable, allez-y, applaudissez. Non, pas du tout. Pour rééquilibrer la balance qui aujourd'hui est complètement à charge contre la famille. Si on devait définir la famille c'est quoi? Moi je dirais que c'est comme un village. C'est comme un village au milieu de Paris, sauf que chacun a sa maison, etc. Il y a 3 ou 4 000 personnes, je ne fais pas les comptes, honnêtement, je ne sais pas exactement combien ils sont, mais c'est à la fois petit et à la fois beaucoup, parce que quand on est dedans, on ne connaît pas tout le monde. Dans tous nos foyers, nous avons des télévisions, Internet, des téléphones portables, des smartphones. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour être en relation avec le monde. Il y a des enfants de la famille qui ne participent pas, qui ne vont pas à la cantine, qui ne participent pas au voyage scolaire. Oui, mais alors ça, voilà. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai laissé un de mes enfants partir en classe verte. J'ai passé la pire semaine de ma vie. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse confier ces enfants à des gens que l'on ne connaît pas pendant une semaine. C'est pas pour nous se préserver du monde diabolique, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est ce qui a été raconté par les 3-4 détracteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être invité à dîner chez vous? Certains le font, mais il convient de toujours garder un chez-soi, un entre-soi. Parce que si chacun fait rentrer à chacun son tour qui veut, il n'y aura plus de dehors et il n'y aura plus de dedans. On va se déliter. La famille a ses règles, mais aussi ses croyances. Le groupe est avant tout religieux. La famille fait partie d'un courant de chrétiens dissidents opposés au pape. Ce sont les jansénistes convulsionnaires. Paris, 1727. Un diacre nommé Paris, qui vit dans le quartier de Saint-Médard, est vénéré comme un homme saint.
À sa mort, sur sa tombe, des phénomènes étranges commencent à se produire. Une forme de transe mystique, religieuse. Il y a tout un phénomène qui naît assez rapidement de guérison inexpliquée, miraculée. On se rend compte que quand tel ou tel qui souffre de telle ou telle pathologie va sur la tombe du diacre Paris, il en ressort guéri. Et c'est Louis XV qui va décider de fermer le cimetière de Saint-Médard pour espérer stopper ce phénomène. Ces croyants mystiques sont les ancêtres de la famille. Ils vont continuer leur rituel en appartement. Des scènes pour communiquer avec Dieu qui deviennent de plus en plus violentes. Il y a une trentaine, quarantaine de groupes convulsionnaires qui se réunissent avec des sœurs et des frères particulièrement inspirés et en leur faisant subir des coups. Donc le mal ne les atteint pas, alors des coups de bûche au départ. Et puis les coups vont aller en augmentant. On passe des coups de bûche, des coups de Bible aussi, on passe à des coups d'épée. On enfonce des épées, et puis des pieux, et puis finalement on arrive au crucifiement. Deux siècles plus tard, la famille ne pratique plus ce type de scènes violentes. Mais elle a gardé de cet héritage janséniste une animosité viscérale envers l'Église catholique. La famille déteste le clergé et les églises. Personne n'y a jamais mis un pied. Ils pratiquent chez eux une religion directe avec Jésus, dont la base est la Bible. Est-ce qu'il y a des curés? Oui, moi. Non, chaque mère de famille est le curé de ses enfants, chaque mère de famille est le rabbin de ses enfants. Chaque père de famille est le curé de ses enfants, et chaque père de famille est le rabbin de ses enfants. Moi, j'ai marié mes filles. Il n'y a pas de directeur de conscience. Chacun pratique comme il le souhaite. Il y a les modérés, mais aussi une petite poignée de conservateurs. Comme Matthieu, qui cultive une vie rigoriste et croit à l'Apocalypse. Un rendez-vous comme un jeu de piste, de peur d'être repéré par un membre du clan. Il s'est livré à l'abri des regards et nous avons reconstitué ses confidences, mot à mot. Notre religion est austère. On n'a pas de contraception, on garde la même femme toute sa vie. Moi, ma femme, par exemple, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas parlé à quelqu'un de l'extérieur. Elle va au parc, elle fait la cuisine. Mais c'est comme ça chez nous, c'est tradi, quoi. Bon, si elle apprend que je vous ai rencontré, je vais me faire défoncer. Par rapport à mes collègues qui sont pas dans la famille, moi j'ai 27 ans, 4 enfants, c'est déjà bizarre. Tous les sujets de société, le foot, la politique, tout ça, ça m'attire pas. Je vote pas, je connais même pas leur programme. Je préfère les échanges spirituels. Matthieu reste très attaché au mode de vie des pères fondateurs de la famille. La communauté aurait une date de naissance officielle, 1819. La légende raconte qu'elle descendrait de 2 hommes, Jean-Pierre Thibout et Papayette, décidés à unir leur destin en mariant leurs enfants. Et ils vont se mettre d'accord pour faire alliance. Et de cette alliance, de cette solidarité, symboliquement, ils vont mettre une pièce chacun qu'ils avaient dans leur poche. Au moment où ils mettent leurs pièces, ils se rendent compte qu'une 3e est là, sur la table. Ils prennent cela pour un signe divin. Et donc à partir de là va naître la charité. Donc la charité les uns envers les autres, c'est la charité du porte-monnaie. Mais au-delà de ça, ça symbolise la charité du cœur. Et c'est ce qui va faire que nous avons perduré pendant ces 2 siècles. C'est parce qu'à l'époque, la sécurité sociale n'existe pas. Les allocations familiales n'existent pas. C'est pas l'alcool qui va être le ciment de la famille, c'est la charité. Alors le groupe se ferme définitivement au moment où un des dirigeants du groupe, Augustin Thibout, décide qu'on doit un peu plus organiser les choses avec des règles un peu plus précises et on ne peut plus vraiment y déroger.
et il ferme le groupe aux adhésions. Si on désire se marier en dehors du groupe, on sort et on est exclu. Les règles de l'oncle Auguste sont très simples. C'est un tour de vis, une extrême autorité. Éviter à tout prix l'école. Rester près de la rue de Montreuil pour rester près de la famille. Ne pas porter de pantalon pour les femmes. Bien sûr, il est interdit de voter car les affaires de la cité ne les concernent pas. Et il faut aussi avoir des métiers subalternes pour ne pas trop briller au sein de la famille. Tout le monde doit être égal. Ces règles se sont aujourd'hui assouplies. La plupart des femmes de la famille portent des pantalons, voyagent. Seuls les quelques rigoristes comme Mathieu appliquent encore ces codes à la lettre. Moi, ces règles-là, je les affectionne. Et j'aimerais les transmettre à mes enfants. J'aimerais presque aller plus loin que l'oncle Auguste. Ne pas voyager, par exemple, je trouve ça bien. C'est des règles de société de base. Pas de pantalon pour les femmes, pas attirer l'œil, pas être attirante. Être dans la pudeur, en fait. Mais vous n'avez pas envie, par exemple, d'aller à la mer? Non. Non, la mer, elle est chez moi. Au square, il y a une fontaine à eau. Et les enfants n'ont pas besoin de voyager. Quel que soit leur mode de vie, rigoriste ou modéré, tous mettent en avant une même valeur partagée. La solidarité, l'entraide reste leur ciment. Au-delà de la religion, ce qui a fait que la famille traverse encore des générations et qu'elle existe aujourd'hui, ce qui fait de cette communauté une communauté particulière, c'est son rôle social. Il y a une solidarité hallucinante au sein de la famille. Ils s'entraident tous entre eux. Tu veux faire ton déménagement, il y a 100 personnes qui viennent t'aider pour faire ton déménagement. Les gens sont complètement accros à ce lien social et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça traverse des générations et que la communauté existe aujourd'hui. À la naissance, dans la famille, nous sommes des héritiers. On hérite d'un capital social, mais un capital social démesuré. On a un répertoire téléphonique qui tient 400 personnes. C'est ça qui rend l'homme heureux, c'est le lien social. Et nous en regorgeons. Nous avons la gueule pleine, nous avons les poches pleines. La famille, c'est très tourné justement vers l'enfance, vers le fait que les enfants soient heureux. Il y a énormément de choses qui sont faites pour les enfants. Il y avait toujours plein de sorties. Les mamans organisaient ce qu'on appelait des rallyes. Donc on avait par équipe avec plein de jeux dans le bois de Vincennes. Parce que c'est vrai qu'au final, on se dit oui, c'est un groupe, c'est fermé, etc. Mais étant tout le temps ensemble, on se retrouvait toujours à une dizaine, quinzaine, vingtaine d'enfants. On a tous baigné là-dedans. Quand t'es môme, tu sors de l'école, c'est mercredi, tu fonces au bois de Vincennes et là, il y a 30 cousins qui t'attendent. On a passé une enfance dingue. On jetait nos cahiers, on fonçait, on jouait, on rigolait. Il y avait tous les oncles et tantes autour, tout le monde discutait. C'était incroyable. L'envers du décor, c'est une soumission au regard du groupe. Un entre-soi qui peut enfermer parfois et devenir pesant. Quand il se passe quelque chose ou quand les ragots, caca, voilà, ça va très vite, quoi. C'est le téléphone, voilà, on s'appelle, on sait tout de suite ce qui se passe. Voilà, c'est un côté qui, alors aujourd'hui je le dis un petit peu en m'amusant, mais qui pouvait m'agacer un petit peu à l'époque parce que c'est vrai qu'on avait tendance à se sentir un peu, voilà, dès qu'il se passe le moindre truc, on était toujours au courant. Si tu sortais avec un garçon, tu pouvais pas sortir une semaine avant que toute la famille soit au courant. Il y a une véritable emprise du groupe. Alors, elle n'est pas forcément perçue comme telle par les gens qui vivent au sein du groupe. La plupart, d'ailleurs, s'y épanouissent et y vivent très bien. Mais on ne peut pas faire quelque chose qui est réprouvé par la famille. Il faut faire ce qu'on attend de soi. On doit se comporter de telle ou telle manière. Et le qu'en dira-t-on est extrêmement important. Les fêtes de famille, dans la famille, prennent toujours une tournure spectaculaire et joyeuse. À quelques kilomètres, à l'est de Paris, la communauté se retrouve, parfois à 900, dans la maison de son ancêtre, l'oncle Auguste. Cette bâtisse de Villiers-sur-Marne est surnommée les Cosseux. Alors les Cosseux, c'est la salle des fêtes. Ceux qui n'ont rien d'autre à faire ces jours-là, c'est les jours de fête, peuvent venir. Voilà, la porte est ouverte. T'arrives au Cosseux,
Tu poses ton manteau ou tu poses ce que tu as à poser, et puis tu t'égayes. Et hop, on va dans le jardin avec tout le monde. Et là, on va dire bonjour aux copains, et puis il y a un grand bar où on boit l'apéro tous ensemble. C'était une occasion de se retrouver plutôt bien habillés, donc c'est toujours agréable, on se trouvait tous beaux, quoi. Mais à la fois, on était tous ensemble, et le fait d'être tous ensemble, quand il faisait beau dans le jardin, c'était hyper agréable, quoi. Et on va préparer les repas, on va ouvrir les boîtes de haricots verts, etc. à la veille, on va éplucher les pommes de terre, on va faire cuire les œufs durs. Ça papotait dans tous les coins. Les enfants, les parents, et tout le monde discutait. Oui, c'était très festif, tout à fait. Nous, on chante beaucoup, nous sommes très... Les fêtes sont festives. Quelqu'un se lève et puis il entonne son couplet et puis tout le monde reprend derrière. Et ça fait des grands chants qui résonnent, c'est super joli. Et d'ailleurs, il y avait une voisine qui était juste à côté et qui à force, avec l'habitude, connaissait les jours de fête et qui se mettait à la fenêtre pour nous écouter chanter en disant qu'elle trouvait ça super beau. Et ça, c'était chouette, quoi. La famille est une communauté solidaire et sans gourou. Seule l'endogamie en est la règle immuable. Mais ce code, qui fait sa raison d'être, entraîne des ruptures si on ne le respecte pas.